Merci beaucoup Maëlys. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Stanislas d'Oxfam. Je suis responsable du pôle justice fiscale et inégalité. Et c'est parti. Donc, comme elle l'a dit, je vous présente les conclusions de ce rapport qui est sorti le 19 janvier dernier. Euh, en préambule, ce rapport cette année s'appelle Résister au règne des plus riches. En préambule, on peut dire que Oxfam travaille publie ce rapport annuel depuis 13 ans. Ça fait donc maintenant longtemps qu'on mesure l'évolution de la fortune des milliardaires et en parallèle l'évolution des inégalités dans le monde. Et ce qu'on constate, ce qu'on a déjà constaté depuis 2020, c'est que la pandémie de Covid-19, conjuguée avec la guerre en Ukraine 2 ans plus tard, ont marqué et marquent en fait la décennie du creusement et de l'accélération du creusement des inégalités. C'est vraiment ce qu'on constate, c'est que d'une part, la pandémie, ça ne vous a pas échappé, a affaibli un grand nombre de personnes des pays du Sud, mais a également enrichi pas mal de multinationales et de milliardaires de facto. Euh, on pense à des entreprises mondiales telles que par exemple la CMA-CGM qui appartient à Rodolphe Saadé, qui avait largement pu bénéficier entre guillemets du fait que les bateaux chinois, pendant le Covid, étaient amarrés au port et ne pouvaient pas se déplacer. Et donc, clairement, beaucoup de marchés sont allés directement à la CMA-CGM. C'est un exemple parmi d'autres, mais c'est pour montrer que beaucoup de multinationales et de milliardaires ont profité des crises. C'est pareil pour la guerre en Ukraine. On se rappelle de l'inflation qui perdure encore un petit peu aujourd'hui, mais qui était très, très prégnante en 2022 et 2023. Cette inflation est dû évidemment à la guerre qui a fait que en Ukraine le prix du blé et des céréales ont augmenté, mais il y a aussi, on l'a vu, on l'avait montré il y a quelques années, des multinationales et des milliardaires, plutôt des multinationales ont largement aussi augmenté leur marge durant cette crise. Et de facto, ça a influencé la fortune des patrons de ces multinationales qui sont pour la plupart des milliardaires. Voilà, ça c'était juste une introduction pour rappeler que, pour vraiment montrer le contexte du creusement des inégalités à partir de 2020, avec ensuite 2022, et puis après la succession de crises qu'on connaît aujourd'hui. Et ce qu'il faut retenir aussi, et ça je vais le développer après évidemment, c'est que les plus riches, euh, il y a des impacts réels sur la démocratie. En fait, quand on est milliardaire, on n'a pas simplement plein d'argent. À partir de quelques milliards de fortune, c'est une fortune qui devient impalpable tellement elle est conséquente. Et du coup, via les acquisitions qui sont faites avec cette fortune, ce qu'on constate, c'est que les milliardaires achètent du pouvoir économique, politique et médiatique. On va voir après de quelle façon. Et donc c'est vraiment important de voir cette évolution et cette influence que les plus riches ont maintenant sur les sociétés et à quel point est-ce qu'elles fragilisent nos démocraties. Donc on va commencer par un focus sur le monde, les inégalités dans le monde. Le premier chiffre qu'on a montré dans ce rapport cette année, j'ai mis des petits visuels réseaux sociaux qu'on avait publiés il y a quelques semaines. Donc en 2025, la fortune des milliardaires du monde entier a augmenté 3 fois plus vite que les 5 années précédentes. Donc là, c'était une mesure entre 2019 et 2024. Et c'est vraiment là, on voit que ce que je disais tout à l'heure sur le fait que vraiment c'est la décennie des inégalités, ça se voit et c'est corroboré par d'autres indicateurs qu'on verra après. Mais voilà. Et dans le même temps, on voit bien que cette richesse, en fait, équivaut à la richesse totale de la moitié de la plus pauvre de l'humanité. On voit bien qu'il y a un vrai creusement et que c'est pas simplement les plus riches qui sont plus riches, c'est aussi de l'autre côté de la barrière, entre guillemets, les réductions ne se réduisent assez peu. Ça, c'est le premier enseignement au niveau mondial. Le deuxième, c'est qu'on a franchi pour la première fois la barre des 3000 milliardaires. Euh, donc voilà, je vous ai mis une petite image d'illustration. Et plus intéressant aussi, il y a quelques années, il y a 2 ans à Oxford, on avait mesuré que on atteindrait c'était il y a 2 ans ça, il y a 2 ans, on disait que on atteindrait d'ici 10 ans
le premier milliardaire, on aurait d'ici 10 ans le premier milliardaire dont la fortune dépasserait les 1000 milliards de dollars. Ça, c'était il y a 2 ans. Il y a un an, on a dit que finalement, c'était plus 10 ans, c'était à 5 ans. Et aujourd'hui, Elon Musk, sa fortune, il y a quelques jours, ça a été publié, sa fortune aujourd'hui, elle est de l'ordre de 800 milliards de dollars. Donc il est quasiment à 1000 milliards et donc il va certainement l'atteindre dans pas très très longtemps. Elon Musk, qui pour rappel est le premier, l'homme le plus riche du monde. Maintenant, les impacts sur la démocratie, donc ça c'est un chiffre qui est un nouveau chiffre qu'on a publié aussi du coup cette année. On a mesuré que donc les milliardaires ont 4000 fois plus de chances d'occuper un poste politique que les citoyens ordinaires. Et donc, ce que j'ai oublié de dire, c'est que en fait, ce qui fait la genèse, parce que tous les ans, en fait, à Oxfam, quand on sort ce rapport, on trouve des angles différents. En tout cas, on essaye. L'année dernière, c'était un angle autour des enjeux liés au néocolonialisme, en tout cas au capitalisme colonial. Donc, on avait pris l'exemple de Vincent Bolloré à l'époque en France, qui avait bâti sa fortune largement en exploitant les ressources de pays africains dans les années 90 et 80. Euh, et donc, cette année, la genèse de pourquoi est-ce qu'on a choisi vraiment cet angle politique et démocratique, c'est parce que la première image qui est venue à l'esprit des personnes qui ont rédigé le rapport, c'est évidemment, et ça vous a pas échappé non plus, l'intronisation en grande pompe de Trump pour son second mandat avec Elon Musk, qui était donc là, maintenant, aujourd'hui, il ne l'est plus, mais il était son bras droit très très proche. Il était à la tête du DOGE, donc le ministère des coupes budgétaires de la fonction publique américaine. On se rappelle de ces images dans le bureau ovale avec son fils et aussi de cette image avec la tronçonneuse où il disait qu'il allait tronçonner les coupes budgétaires. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment cette accointance entre des milliardaires, d'ailleurs on rappelle que Trump est lui-même milliardaire, hein, des milliardaires et le pouvoir. Et en fait, lorsqu'on prolonge un petit peu, et je le développerai après, mais il y a aussi un peu ce pendant en France, puisqu'on se rappelle que lors du gouvernement de François Bayrou, il y a quelques mois maintenant, quelques années, François Bayrou a été à la tête d'un gouvernement qui était pour la première fois un gouvernement qui avait jamais eu autant de ministres millionnaires. Donc on n'est pas du tout dans l'ordre d'Elon Musk, puisque là on n'avait que des millionnaires. Mais ça dit bien qu'il y a quand même quelque chose de cet entre-soi qui peut avoir des graves conséquences en termes de décisions politiques et en termes de décisions aussi évidemment économiques. Voilà, c'était un peu en préambule, mais ça c'est un chiffre assez fort. Là, je vous ai mis à côté dans la slide ce que ça couvre en fait comme dimension lorsqu'on parle d'inégalité politique ou de pauvreté politique, ça dépend où est-ce qu'on se place. Mais donc, il y a trois items qui illustrent ça. Il y a le fait que certains groupes socio-économiques ne sont pas, ça c'est vraiment l'enjeu de représentativité, donc ne sont pas dans les assemblées de pouvoir ni dans les gouvernements. Il y a très très peu de smicards, si on prend le cas de la France, dans les instances politiques. On a des députés, par exemple, qui sont pas forcément issus de grandes familles, etc. Mais voilà, c'est quand même assez réduit. Le second item, c'est certains groupes socio-économiques n'ont pas l'opportunité ou les moyens de s'impliquer politiquement, que ce soit dans la vie politique, associative ou culturelle. Ça, c'est aussi une question d'argent, de relations, de réseau. Et, euh, et il y a aussi la dimension, enfin, la capacité d'influer sur la décision politique. Ça, c'est aussi, on voit bien aussi que lorsqu'on est plus pauvre, on voit bien dans l'abstention électorale, par exemple, quand on est plus pauvre, on a peut-être moins tendance à vouloir influer sur les décisions politiques. Voilà. Donc tout ça fait que on peut aussi citer Julia Cagé qui avait étudié il y a quelques temps le fait que les dons même si c'est plafonné aujourd'hui, hein, les dons aux partis politiques, mais c'est largement les plus riches qui font des dons aux partis politiques. Voilà, ça c'est vraiment cette dimension mondiale politique. Et voilà. Et maintenant, on va passer à la partie française. Donc là, je vous ai fait, en fait, je vous ai fait un peu le pendant de ce que je viens de dire là, le pendant de la situation en France.
Et donc, je me dépêche, je suis un tout petit peu en retard, je pense, par rapport au timing. Mais donc, rapidement, donc, par rapport aux milliardaires français, donc il y a 53 milliardaires français qui sont plus riches que 32 millions de personnes réunies, donc près de la moitié de la population, ce qui vraiment donne un bon ordre d'idée de là où on en est aujourd'hui. Un milliardaire français met 24 minutes à gagner le 42 000 euros, donc à savoir le revenu moyen annuel d'un Français. Pour Bernard Arnault, qui est donc le plus riche français, l'homme le plus riche en France, c'est 21 secondes et non pas 24 minutes. Ça, c'est quelques équivalences à avoir en tête. Important aussi, là c'est plus politique, on a mesuré, on s'est amusé à regarder euh, l'influence de la politique fiscale d'Emmanuel Macron par rapport aux milliardaires qui étaient déjà milliardaires. Donc il y avait 32 milliardaires français qui étaient déjà milliardaires au moment où Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017, donc sur ces deux mandats. Les 32 milliardaires qui étaient déjà milliardaires en 2017, aujourd'hui, ils ont doublé leur fortune, avec une augmentation donc de 220 milliards d'euros, ce qui est assez considérable. On a calculé que c'était l'équivalent en termes de financement à 10 000 postes d'enseignants pendant plus de 377 années. Donc ça c'est intéressant, ça montre aussi les relations qu'il peut y avoir entre Bernard Arnault et Emmanuel Macron. Il y a aucune, ce que je dis là n'est évidemment pas du tout du complotisme ou quoi, hein. En fait, quand on parle tout à l'heure d'acheter du pouvoir, c'est évidemment pas d'acheter de la corruption, hein. C'est pas ça que je dis. C'est plutôt de l'influence. Et ça va par exemple être illustré dans ce que je vais dire après. Euh, et donc typiquement, on a vu une bonne illustration, c'est la façon dont Bernard Arnault s'est euh, s'est mêlé entre guillemets des débats au moment de la taxe Zuckman, lorsqu'il avait dit que Zuckman était un ultra-gauchiste, un metteur d'extrême gauche qui veut détruire l'économie libérale. Ça, c'est des prises de position qu'il a eues publiquement ou qui ont été rapportées. Et donc, en disant ça, évidemment qu'il influence les décisions que le gouvernement de l'époque avait prises, à savoir, et les députés et les sénateurs, à savoir ne pas voter cette taxe. De la même manière, alors ils sont pas milliardaires, les patrons du MEDEF, enfin certains ils sont évidemment millionnaires, mais de la même manière, il y avait une tentative de la part du CAC 40 de s'opposer et de faire pression avec un meeting qui a finalement n'a pas eu lieu. On s'en souvient en juin dernier pour pouvoir s'ériger contre cette taxe Zuckman en montrant l'influence du grand patronat. Ça, c'était vraiment des tentatives d'influence politique pour que cette taxe n'ait pas lieu. Il y a évidemment le pendant des médias, c'est quelque chose qui est beaucoup plus connu et qu'on sait beaucoup plus. Mais il faut savoir que quand on parle d'érosion de la démocratie, c'est évidemment, on pense évidemment aux milliardaires qui détiennent un grand nombre de médias aujourd'hui. Alors il y a deux enjeux. Il y a lorsque par exemple Bernard Arnault, il y a un enjeu d'idéologie, mais ça c'est plutôt évidemment pour Vincent Bolloré et Thérèse Warsterin. On se rappelle, hein, Vincent Bolloré aujourd'hui, il est non seulement à la tête de beaucoup de médias qu'on peut qualifier d'extrême droite avec CNews, Europe 1 et d'autres qui sont détenus par ce milliardaire-là, avec un agenda politique clairement établi. Mais il possède évidemment, on se rappelle, les éditions Fayard qui publient beaucoup d'ouvrages. On pense au livre de Bardella, au livre de Philippe de Villiers, etc. Et on sait aussi qu'il possède les relais dans les gares, même si ça a évidemment jamais été prouvé que sciemment dans les relais, il y avait uniquement des ouvrages d'extrême droite, ce qui est d'ailleurs pas vrai. Mais en tout cas, il y a quand même souvent des publications qui sont mises en avant dans les relais. Voilà. Bolloré, il a vraiment il a pas que des médias, il a vraiment aussi il a un réseau de distribution avec des éditions et des boutiques. Et c'est vraiment un empire qu'il a construit. Pierre-Édouard Sterrin, là, il a récemment racheté des parts dans Valeurs Actuelles afin de pouvoir justement continuer à cranter l'agenda pour 2027. Bernard Arnault, c'est aussi préoccupant. Évidemment, il y a pas derrière d'idéologie d'extrême droite, mais c'est préoccupant dans le sens où il est en guerre avec la société de rédaction, notamment de Challenge. Je ne sais pas si vous suivez cette histoire-là, mais il refuse, et donc il a racheté récemment Challenge, Chantier à Avenir et Recherche, qui sont des médias qui étaient avant propriété de Claude Perdriel, aussi un milliardaire français.
Et il a refusé, aujourd'hui, il refuse de signer la charte déontologique de Challenge pour pouvoir dire qu'il préfère pratiquer une politique plus libérale que ce que fait aujourd'hui Challenge. Et donc, les journalistes de Challenge, qui est quand même pas une revue d'extrême gauche, hein, Challenge, eh ben, ils sont en guerre ouverte avec Bernard Arnault. Et je termine, j'ai quasiment fini, enfin, c'est ma dernière slide. Quelles mesures à mettre en place? Donc ça, c'est évidemment avec le PPV, on porte plusieurs mesures fiscales, parce que pour nous, évidemment, l'impôt et la fiscalité, c'est un vrai levier de réduction de ces inégalités. Ça peut résorber, en tout cas, cet enjeu démocratique qu'on a évoqué, avec, et puis voilà, avec ce rappel qui est qu'un milliardaire aujourd'hui en France paye proportionnellement moins d'impôts qu'une infirmière. Tout ça parce que un milliardaire comme vous et moi ne paye pas, n'a pas de salaire. Et donc on sait qu'aujourd'hui la fiscalité en France favorise, euh, protège entre guillemets largement le patrimoine par rapport au travail, enfin le capital par rapport au travail. Et donc, il y a un vrai enjeu aujourd'hui de taxer au moins autant le capital que le travail, avec du coup quatre mesures que j'ai mis là, mais Oxfam en porte 19 en tout. Mais voilà, ça, c'est quatre mesures phares. Suppression de la flat tax, donc la flat tax, c'est donc l'impôt, c'est le plafonnement des dividendes à hauteur de 30% en termes de fiscalité. Donc, alors qu'on sait évidemment que les milliardaires détiennent leur fortune largement via les actions qu'ils détiennent et le patrimoine financier qu'ils détiennent. La taxe Zuckman, donc on en a parlé, qui est une taxe qui est pour ceux et celles qui n'ont pas les éléments en tête, mais c'est une taxe qui permet de corriger quelque chose qui est criant, que d'autres instituts ont montré, qui est que au-delà des 0,1% des plus riches, en fait, la fiscalité en France fait que euh, elle devient régressive et non pas progressive tel que le modèle français l'exige. En gros, les milliardaires français, les très 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 riches, donc les 0,002% des plus riches, donc les milliardaires, leur impôt devient régressif, dégressif. Et donc la taxe Zuckman corrige ça avec donc cet enjeu de viser 2% de taxation sur à partir des 100 millions, de 100 millions d'euros. Euh, enfin, l'héritage, ça, c'est aussi un vrai enjeu que nous, on porte à Oxfam. C'est notamment des niches fiscales comme le pacte du Trail qui permettent largement aux plus riches et à leurs héritiers d'échapper à l'impôt qu'ils devraient payer. Et enfin, une instauration de l'ISF vert. Donc, c'est un ISF tel qu'il était sous François Hollande, mais corrigé de de quelques exonérations qu'il y avait déjà à l'époque encore et avec une couche de malus pour les milliardaires dont les actifs financiers auraient notamment une empreinte carbone néfaste pour l'environnement. Je pense à des actifs, à des actions de Total, par exemple. Voilà, j'en ai terminé. Je crois que je suis pile dans les temps. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était parfait. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Une première question au lendemain de la séquence budgétaire qui a été assez chargée. Qu'est-ce que cette séquence, elle dit selon toi de l'évolution du débat autour de la justice fiscale? On en a pas mal parlé. Certaines choses, certaines lignes ont bougé, d'autres voilà, sont restées fermes. Qu'est-ce que, selon toi, cette séquence dit de l'évolution du débat sur la justice fiscale? Ouais, alors très bonne question. C'est vrai que depuis même on va dire un an et demi, 2 ans, allez, un an et demi peut-être. Effectivement, il y a deux choses qu'on peut noter, c'est que la taxe Zuckman enfin les débats autour de la taxe Zuckman ont largement aussi aidé à ça. Je pense aussi le travail d'Oxfam et d'autres organisations par rapport à la justice fiscale, mais de fait maintenant, il y a vraiment d'ailleurs c'est pas nous qui le disons, il y a eu un sondage qui avait été commandé par le PS, je crois, il y a quelques mois au moment des débats budgétaires justement. Il y a vraiment pour le coup une adhésion maintenant de l'ensemble des Français, quel que soit leur bord politique, c'est important de le noter en faveur d'une taxation des plus riches. On voit qu'il y a consensus maintenant même dans la classe politique, gauche comme droite, pour dire que non, là c'est vrai que c'est plus trop possible. Il y a vraiment tellement d'inégalités qu'il faut que les plus riches payent leur juste part d'impôt. Donc le constat aujourd'hui il est partagé. Les gouvernements successifs, notamment depuis Michel Barnier, ont tenté de mettre quelques éléments dans leur budget pour répondre à cette demande des Français et des Françaises. Évidemment, c'est pas du tout assez. Il y a eu des tentatives de mise en place de taxes pour les multinationales, euh, de,
souvent des contributions d'ailleurs exceptionnelles qui sont donc pas des taxes véritablement, qui étaient plutôt là pour à des instants T aider, qui rapportaient très très peu de choses et qui étaient aussi largement avec des grosses exonérations, notamment les euh, j'ai plus le terme. Enfin voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et donc là, dans le dernier budget, bon, bah, évidemment, c'est largement insuffisant. Il y a des choses qui ont été faites il y a des choses, pardon, qui ont été faites au niveau du pacte du trail. Par exemple, quelques aménagements, mais qui sont, pareil, pas du tout suffisants. Donc, on va dans la bonne direction. C'est sûr que le prochain PLF, là, 2027, sera très très peu intéressant parce qu'on sera vraiment à la veille des élections présidentielles. Donc, le nouveau débat qu'il va y avoir, ce sera évidemment pendant les élections présidentielles. Et donc, voilà, je pense que malheureusement, rien ne va trop bouger d'ici là. Mais voilà, on va dire que pour l'instant le constat est là, mais que ça ne répond pas vraiment en termes de décision politique. Et sur ce débat justement qu'on aura en 2027, un argument qui revient souvent de la part de ceux qui sont opposés aux mesures de justice fiscale, c'est l'idée selon laquelle la justice fiscale, elle ferait fuir les fortunes françaises. Euh, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Est-ce qu'il y a des éléments de réponse Bah, concrets à apporter à ces arguments? ouais, il y a des études, enfin, il y a une étude qui avait été mise, enfin, qui avait été publiée il y a un petit peu de temps maintenant, mais qui reste vraie. C'était au moment justement où Macron avait mis en place des mesures et Hollande aussi. On avait vu qu'en fait, il y a bien parfois des effets de bord d'une grosse fiscalité envers les plus riches, mais qui est vraiment résiduelle. Il y avait une étude, on avait montré que c'était de l'ordre de 0,2% des gens qui étaient donc partis. Euh, il faut quand même se rappeler que si on prend l'exemple de Bernard Arnault, il avait fait un peu d'ailleurs du chantage, entre guillemets, du chantage au départ, au moment de la taxe Zuckman. En fait, ils ont, pas, ils ont aussi un intérêt à rester en France, un intérêt d'image aussi. Il y a ça qui rentre en jeu. Bernard Arnault et LVMH, c'est des fleurons de l'industrie française. Par ailleurs, on n'est pas du tout. Ce discours-là de fiscalité, c'est pas du tout un discours anti-entreprise, anti-riche. Simplement, là, c'est vraiment juste corriger cet effet de bord qui est que un milliardaire ne paye pas autant d'impôts qu'une infirmière. Et donc, ça, nous, on n'est pas là pour vilipender LVMH, par exemple. On est juste là pour dire à Bernard Arnault que si on le taxait même à hauteur de 1%, si on taxait à Bernard à 1%, il garderait, enfin, il resterait milliardaire, quoi. Donc c'est pour vraiment pour dire qu'il y a aussi des effets, on se rend pas compte à quel point il y a aussi une différence entre millionnaire et milliardaire. Euh, Parce il y a un moment, en fait, où ça devient presque impalpable, cette fortune. Et donc, il faut bien se dire que si on taxait Bernard Arnault à hauteur de 1%, il resterait milliardaire. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais en tout cas, voilà. Euh, euh, j'ai une question qui est liée sur notamment l'idée selon laquelle la France ne pourrait pas prendre ces mesures-là seule, dans la mesure où voilà, on est dans un contexte d'économie interdépendante, notamment à l'échelle européenne. Que répondre à cet argument? Alors d'abord, il y a des choses qui sont en train, mais qui ont été largement détricotées par Trump, mais il y a des cadres de l'OCDE des tentatives de mise en place d'un cadre commun par l'OCDE, notamment ça a été le cas avec l'impôt minimum sur les multinationales en 2022, euh, en 2022 qui était un cadre avec un impôt minimum à hauteur de 15%, pardon, je bug. Donc, qui a pas encore vraiment eu le temps d'être transposé puisqu'il a été détricoté par Trump tout de suite. Parce qu'évidemment, ça vous a pas échappé que le multilatéralisme de Trump, enfin, son arrivée au pouvoir a des impacts au niveau mondial. De la même manière, il y avait aussi un début d'accord sur un impôt minimum pour les ultra-riches, avec notamment le G20 au Brésil, il y a quelques mois, enfin, il y a un an maintenant, avec Lula qui avait été assez moteur pour pouvoir mettre en place un impôt minimum sur les ultra-riches. Ça a aussi été détricoté. Donc évidemment que ça serait plus facile
il y avait un effort commun qui était fait par rapport à ça. Malgré tout, il y a quand même ça n'empêche pas des pays comme l'Espagne en Europe d'avoir des modèles qui sont beaucoup plus progressistes que ce on fait en France. Et typiquement, la France, Emmanuel Macron qui aime bien qui aime bien donner l'exemple en France, la France s'enorgueillerait d'être motrice par rapport à ça. D'ailleurs, Gabriel Zucman, il sillonne par ailleurs l'Europe et le monde pour pouvoir avoir des rendez-vous avec les différents dirigeants du monde entier pour pouvoir aboutir et faire du plaidoyer, hein, du lobbying autour de ça. Mais voilà, si personne ne le fait en premier lieu, parce que ça aura aussi des effets bénéfiques, ça pourra créer une dynamique progressiste. Voilà, ça n'aura pas que des effets de bord pour faire partie les riches. Ça pourra aussi donner un éclairage fort sur la France en termes de rayonnement politique et international. Voilà. Et ben peut-être pour aller plus loin sur ce que tu disais en fin de réponse, il y a quand même un consensus au sein de l'opinion publique sur le fait de incorporer un plus grand degré de justice fiscale. Ça se voit aussi dans le monde de l'entreprise, des personnes dont on ne s'attendait pas qu'elles prennent la parole sur la taxe Zuckman qui l'ont plus ou moins soutenu. Et pourtant, ça ne passe pas, notamment aussi à cause de ce que tu expliquais dans le rapport, des enjeux de pouvoir qu'il peut y avoir derrière et du lobbying qui se joue également dans les couloirs politiques. Donc, nous, quelles sont nos marges de manœuvre justement pour mener ce plaidoyer? Quels sont les alliés potentiels qu'on pourrait trouver, que ce soit dans le champ politique ou dans la société civile? Globalement, quelles sont les prochaines étapes pour faire avancer ce débat? Bah, alors, c'est une excellente question. Et c'est vrai que ce qui est nouveau, c'est très intéressant de le rappeler. À Oxfam, on connaît. Au niveau mondial, on travaille avec une ONG qui s'appelle les Patriotics Millionaires. Alors, c'est souvent des millionnaires et pas des milliardaires qui appellent à se faire taxer. Je pense par exemple à Marlène Angern, qui est une héritière de l'entreprise BASF, donc de chimie allemande ou autrichienne, je ne sais plus, qui appelle largement à se faire taxer. On a Mark Ruffalo aux États-Unis, l'acteur mondialement connu, qui a pris la parole récemment aux Golden Globes pour rappeler que il fallait se faire davantage taxer, qu'il fallait réduire les inégalités. Donc, il y a des personnalités fortes au niveau mondial. Au niveau français, tu l'as rappelé, et ça c'est très intéressant, c'est nouveau. Il y a des start-upers, des jeunes entrepreneurs qui ont pris la parole. Je pense par exemple à Marc Batty, qui est un entrepreneur qui a fait une tribune au moment de la taxe Zuckman pour dire que c'était quand même beaucoup plus sain aujourd'hui de se faire taxer. Donc on a intérêt collectivement à se rapprocher de ce type d'entrepreneur par exemple. Parce que, voilà, pour pas rester dans un discours idéologique, en fait, ce qu'on dit là n'est pas du tout idéologique, c'est que c'est un discours qu'on peut entendre lorsqu'on est dans le tissu économique. Marc Baptiste, c'est pas du tout un militant d'extrême gauche, hein, pas du tout. C'est simplement quelqu'un qui raisonne en termes d'équité. Et ça ne l'empêche pas de vouloir faire du business, etc. Donc voilà, c'est un vrai enjeu de se rapprocher de ce type de persona de la société civile et de se rapprocher aussi, ce qui était intéressant aussi qu'on a pu constater, c'est le tissu économique qui n'est, contrairement à ce que le MEDEF d'ailleurs avait voulu montrer lors de ce meeting qui a été avorté, c'est qu'en fait, il n'y a pas une adhésion globale des patrons sur l'idée de protéger les grandes entreprises et de ne pas se faire taxer. On se rappelle de la prise de position de Michel Picon de l'UDP, qui est donc un syndicat qui est celui plutôt du tissu TPE-PME, qui avait dit, qui avait un petit peu répondu à Patrick Martin en mode ah bah non mais non merci, enfin merci de prendre la parole pour nous tous, mais nous on n'est pas vraiment alignés là-dessus. Et donc il faut aussi pouvoir parler à ce type d'acteurs-là pour pouvoir ne pas confronter le monde dans l'entreprise globalement avec l'idée de se faire taxer davantage. Merci. Une question un tout petit peu moins politique, mais une personne qui s'interroge un petit peu sur la méthodologie qui est employée dans le rapport, quelles ont été les sources et comment est-ce que vous avez pu aboutir sur ces chiffres. Alors, bah, du coup, il y a un peu une méthodologie par chiffre. Donc là, on n'aura pas le temps de développer par chiffre. Mais donc, de toute façon, elle est accessible sur le site. On prend les chiffres de Forbes. Donc, typiquement, ça, c'est important de le souligner. Les chiffres, la fortune des milliardaires s'arrête
au mois de... Alors, je sais plus si c'est novembre ou décembre 2025. Donc, évidemment, pour avoir la globalité, donc on prend depuis le mois de novembre ou décembre 2024, je sais plus, jusqu'à ou décembre 2025. Ça, c'est pour la source, c'est vraiment les données Forbes qui sont aussi publiques. Et voilà, avant, on s'appuyait sur le Crédit Suisse, mais ça, du coup, ils ont arrêté. Donc maintenant, c'est vraiment sur les chiffres Forbes. Et voilà, c'est ça que je peux vous dire. Parce qu'après, il y a des données, mais qui sont publiques sur les chiffres en tant que tels, que je pourrais vous donner si besoin. Une personne qui s'interroge sur les... Donc on a parlé du plaidoyer de manière générale et des actes politiques et des séquences qui arrivent et qui pourront nous permettre de pousser cette question. Une personne qui s'interroge plus spécifiquement sur les campagnes menées par Oxfam, notamment au-delà du cadre national, Oxfam étant une organisation internationale. Quels sont les axes de plaidoyer que vous portez sur ce sujet? Sur la justice fiscale ou au global sur Oxfam? Je pense que c'est plutôt sur la justice fiscale que la question était posée. Bah, alors après, du coup, je maîtrise pas trop l'agenda de mes collègues de la Confédération, mais typiquement, on est pas mal en lien avec Oxfam Espagne, justement, parce qu'ils sont assez progressistes sur les sujets de fiscalité. Donc eux, ils ont plutôt un gouvernement plutôt à gauche, donc c'est un peu différent, mais chaque situation est différente. Euh, Il n'y a pas de réponse vraiment globale, si ce n'est que, bah, évidemment, on va être là au moment du G7, au moment du G20. Donc, on est toujours là dans les grands momentum stratégiques sur les enjeux de fiscalité. Donc, au G7 à Evian, il y aura une prise de parole d'Oxfam. Au prochain G20 aussi. Je ne sais plus où est-ce qu'il aura lieu le prochain G20. Euh, voilà. Qu'est-ce que je pourrais... Comme réponse globale de la Confédération, j'ai pas trop d'éléments. Euh, Parce qu'après, c'est un peu au cas par cas aussi selon les pays, parce qu'il y a des majorités, il y a des enjeux différents selon les pays. Euh, Non, voilà, ouais. J'ai pas trop d'éléments de plus. Merci. Une personne qui s'intéresse aux paradis fiscaux et aux niches fiscales. On en a un petit peu parlé tout à l'heure quand on parlait du budget et puis en fin de présentation. Mais globalement, quel mécanisme existe pour y mettre un frein et pourquoi est-ce que ça bloque? Tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, mais peut-être approfondir sur ce point-là. Bah ouais, alors ça, il nous faudrait une heure de plus, je pense, pour en parler, mais en gros, euh, alors il y a plusieurs choses. D'une part, il y a quand même un progrès qui a été fait depuis quelques années autour de la transmission d'informations bancaires et fiscales entre les États, entre les banques, etc. Donc avant, c'était très très opaque. Maintenant, ça l'est un peu moins. Donc déjà, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, il y a pas mal de propositions, mais là qui sont pas développées là, que j'ai pas mises ici parce que voilà, on s'est plutôt concentré plutôt sur les trucs budgétaires, mais il y a notamment ce qu'on appelle la taxe unitaire qui permet de taxer les bénéfices des sociétés là où sont les usines. Ça, c'est important parce que typiquement, il y a pas mal de boîtes qui payent très très peu d'impôts parce qu'en fait elles ont leurs sièges sociaux et leur QG genre en Suisse par exemple au hasard ou en Irlande. C'est ça typiquement Google et Meta, ils ont tous leurs sièges sociaux en Irlande parce qu'ils payent très très peu d'impôts. Et nous on aimerait que les impôts soient payés aussi là où leurs usines sont pour justement éviter cet évitement fiscal. Ça c'est une mesure qu'on appelle la taxe unitaire. Euh, et j'ai oublié la question, c'était quoi déjà? Pardon. C'était plus précisément, c'était quoi? C'était plus globalement pour revenir ouais, sur les paradis fiscaux, les niches fiscales et comment est-ce qu'on peut les réguler, qu'est-ce qui Ouais, bloque. donc il y a ce genre de mise en place de mesures et voilà, il faut savoir que effectivement c'est un enjeu important. Ça, c'est un chiffre qui émane de Solidaires Finances Publiques et qui est largement corroboré, c'est que on mesure qu'avec pour le coup, l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale, mais aussi l'évasion, qui pour rappel là est illégale contrairement à l'optimisation, on perd chaque année entre 80 et 100 milliards d'euros par an en France, qui sont des manques à gagner dans les caisses de l'État. Et donc, effectivement, il y a un enjeu de davantage taxer les plus riches, mais il y a aussi un enjeu d'éviter
ou de limiter, enfin d'éviter l'évasion et de limiter l'optimisation. L'optimisation, par exemple, c'est les super héritages. Là, avec le pacte du trade, c'est vraiment de l'optimisation, parce que c'est un truc qui est évidemment légal, hein, il n'y a rien d'illégal là-dedans. Mais voilà. Une question qui revient sur le début de la présentation quand tu évoquais l'enrichissement des politiques et l'arrivée au pouvoir d'ultra riches ou de millionnaires. Euh, Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène? À quoi est-ce que c'est dû? Pourquoi est-ce que maintenant, dans ce contexte, ils se saisissent davantage de la sphère politique ou qu'est-ce qui le permet? Est-ce qu'on a des éléments de réponse là-dessus? Oui, alors, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Enfin, là, on a fait un angle là-dessus cette année, mais c'est pas une découverte cette année, etc. Là, on a sorti ce chiffre de fois 4000, qui est un chiffre intéressant, mais c'est une traîne. On se rappelle de Rupert Murdoch, qui est un mania de la presse dans les années 90, qui était évidemment, avait des grosses accointances avec les présidents de l'époque. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau et ce qui est préoccupant, c'est la mainmise que les médias peuvent avoir sur notamment les médias. C'est pareil, c'est pas nouveau non plus, mais en fait, on voit bien que c'est une trend de plusieurs années, de plusieurs décennies maintenant. Et là, on voit, surtout que lorsque c'est mis aux mains d'idéologues type Bolloré ou Trump, là, ça devient d'autant plus inquiétant. Euh, En fait, c'est toujours pareil, c'est à qui est-ce qu'on confie les clés du camion? Et lorsqu'on a des gens comme Elon Musk qui sont très très proches et qui donnent et surtout qui interfèrent là sur les finances publiques, là là on marche sur la tête quoi. Vraiment, il y a un truc de lorsqu'un milliardaire, l'homme le plus riche du monde, dit ah non, il faudra en plus couper dans les dépenses publiques des États-Unis. C'est tout ça en fait qui est dénoncé. Et pareil, lorsque Bernard Arnault, avant, on laissait un peu Bernard Arnault tranquille, dans le sens où Bernard Arnault, il n'y a jamais eu de preuves flagrantes qu'il intervenait il détient le Parisien ou les Échos. Bon, bah, il n'y a jamais eu de preuves flagrantes qu'il intervenait vraiment dans les rédactions du Parisien ou des Échos. Là, quand on voit que, mon exemple de Challenge, c'est quand même assez préoccupant, je trouve, qui refuse de signer une charte déontologique et qui veut un petit peu infléchir, euh, la ligne éditoriale de Challenge, et que le rédacteur en chef de Challenge, Thierry Fabre, fait des posts LinkedIn très régulièrement pour dire il faut faire attention à la mainmise de Bernard Arnault. Là, on se dit c'est quand même des signaux relativement inquiétants, quoi. Et justement, sur ces enjeux de concentration médiatique, tu l'évoquais tout à l'heure, notamment avec la figure de Bolloré qui détient beaucoup de médias et beaucoup d'autres organes du spectre médiatique, des maisons d'édition, les relais en gare, etc. Quand on a une personne comme Bolloré qui a un agenda politique aussi explicite, qui semble être présent sur tous les maillons de la chaîne, comment est-ce qu'on peut résister à la diffusion de cette pensée-là? Et peut-être aussi d'un point de vue politique, comment est-ce qu'on pourrait réguler ça et limiter la concentration médiatique? Alors, pour ça, je vous renvoie aux travaux de Julia Cagé, qui est vraiment une experte et qui a beaucoup pris la parole là-dessus. Elle connaît très bien le sujet. Il y a pas mal de choses. Il y a la dimension des subventions que l'État donne aussi aux médias. Enfin, voilà. Est-ce que, par exemple, des médias détenus par des milliardaires, est-ce qu'ils ont besoin de subventions publiques? C'est une question, mais j'ai pas la réponse. Euh, voilà, il y a aussi une question peut-être de plafonnement de parts que que les milliardaires détiennent dans ces médias. On pourrait plafonner ça pour pas qu'ils soient forcément majoritaires dans leurs acquisitions. Ça serait déjà important. Il y a évidemment de soutenir les médias indépendants, etc. Mais après, il faut pas se leurrer. Par rapport aux médias, le modèle des médias aujourd'hui français fait que c'est dur d'échapper à la mainmise d'un milliardaire. Après, c'est plutôt, on n'est pas contre forcément qu'il soit détenu par des milliardaires. Il y a des milliardaires plutôt progressifs comme Mathieu Pigasse, bon, qui a l'air en tout cas pour l'instant de laisser relativement libre ses rédactions. On n'a pas eu d'écho par rapport à une mainmise de Pigasse là-dessus. Donc c'est plutôt comment est-ce on fait en sorte de changer un peu le modèle économique des médias français pour qu'ils puissent ne pas avoir le soutien de milliardaires, ce serait déjà une chose, mais aujourd'hui c'est difficile. On pourrait dire, ah bah il faut avoir que des médias indépendants, type, j'en sais rien,
reporter ou vers le média. Mais bon, on voit bien que c'est pas très viable économiquement parce qu'ils ont pas, c'est des modèles qui sont financés par les abonnements et il n'y en a pas assez. C'est pas des médias assez mainstream pour ça. Donc voilà, il faut être vigilant et par rapport à Vincent Bolloré, bah, il faut être vigilant, il faut pouvoir avoir des instances qui soient droit dans leurs bottes, comme l'Arcom, le Conseil d'État. Enfin voilà, il faut que nos instances qui sont jusque-là imperméables à tout ça puissent continuer à jouer leur rôle. Et c'est en ça qu'on les attend. Il faut être assez ferme parce qu'on voit bien qu'il y a un peu un délitement aujourd'hui de toutes ces instances qui sont plus ou moins influencées. Les réseaux sociaux aussi, ben ça appartient aux milliardaires de la tech américaine. Donc là, c'est difficile. On voit bien que les algorithmes, on est complètement dicté par les algorithmes. Voilà, c'est pas facile, mais c'est des vrais enjeux pour 2027, quoi. Merci beaucoup, Stanislas, pour cette présentation et pour ces réponses riches. Merci aux participants. Vous recevrez un lien avec le replay qui sera également disponible sur le site du Pacte du pouvoir de vivre. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau webinaire avec la Fondation pour le logement des défavorisés. Voilà, encore merci Stanislas. Merci beaucoup. Très bonne journée à toutes et tous. Très bonne journée.